Elle ne mâche pas ses mots. Face à Benjamin Duhamel, Malika Sorel explose en direct sur BFM TV. Immigration, séparatisme, laïcité, Macron en prend pour son grade. Une séquence que l'Élysée aurait préféré censurer, mais que vous allez découvrir sans filtre. Accrochez-vous, c'est historique. Un projet de remigration, pas seulement des étrangers, mais également d'Allemands, donc de citoyens allemands d'origine étrangère. Ça vous pose pas de problème d'aller siéger avec des eurodéputés? Vous me parlez de mon... Ça pose problème à Emmanuel Macron de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire d'assassiner la France comme il le fait. Je suis désolée, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que... Quel est le rapport avec la question là? Soyez raisonnable. Aujourd'hui, moi je vous dis que la France est en danger, mais les Français le voient. On est dans une situation où oui, mais c'est le cas, absolument. Oui. 3300 milliards de dettes. Vous vous rendez compte? C'est ça l'assassinat de la France. Mais le séparatisme, qui a parlé du séparatisme? Regardez ce qui se produit. Il y a une loi contre le séparatisme. A-t-elle donné des résultats? Elle vient d'être si c'était le cas, combien elle vient? Non, ça fait déjà un certain temps qu'elle a été votée. Les résultats, c'est quoi? Ce sont nos enfants qui peuvent pas aller au collège et au lycée avec les alertes attentats tous les jours. Mais vous plaisantez, la situation est d'une gravité. Aujourd'hui, je peux le dire aux Français parce que, à part vous, et peut-être 3-4 journalistes qui m'ont invité, j'étais censurée, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les enfants de l'immigration comme moi, lorsqu'on épouse le destin de la France, tous les Français de cœur et d'esprit, et qu'on veut porter ces sujets, on nous blacklist. Aujourd'hui, on ne pourra plus me blacklister, on ne pourra plus m'empêcher de parler. Je vais défendre la France et je défendrai toujours les combats qui ont été les miens. C'est ça. Nous sommes dans un moment où l'histoire, avec un grand H, s'invite, et je pense véritablement qu'il faut sortir des clivages partisans et faire en sorte que les sujets extrêmement importants soient placés au-dessus des clivages. Parce que là, nous renvoyons un signal de faiblesse, mais là aussi, c'est une question de cohérence. Et ce sont les sujets que je porte depuis très longtemps, c'est-à-dire... Lorsque vous voyez, il y a quelques années à Strasbourg, Emmanuel Macron qui dit à une jeune fille voilée « Oh, que c'est beau de rencontrer une jeune fille voilée qui parle de féminisme ». Excusez-moi, mais je demande aux téléspectateurs d'aller lire ce qu'a dit Abdelwahab Medeb sur la question du voile. Il faut qu'Emmanuel Macron apprenne ce que ça signifie. Vous êtes favorable, comme Marine Le Pen, à l'interdiction du voile dans l'espace public? Je termine mon propos. La deuxième chose, quand Emmanuel Macron, il y a je ne sais plus quelle année, mais ça se retrouvera dans un déplacement, se retrouve avec une fille en burqa à côté de lui, et il est là, et il fait comme s'il n'avait rien vu. La burqa est interdite, il ne l'a pas fait respecter. Donc quand vous avez des responsables politiques qui tiennent ce langage, il est normal derrière, il faut s'y attendre, qu'il va y avoir des contestations sur le terrain. Et je terminerai par une chose, puisque vous posez la question, c'est que ces questions ont été... Puisqu'on dit toujours, ah, c'est la France qui a fait la laïcité, la France est contre tout le monde. La question de la neutralité religieuse, ce qu'elle implique, elle a été mise sur le tapis en 1686 par un grand philosophe, John Locke, qui disait qu'il ne faut pas donner aux hommes, au travers des signes religieux, l'occasion de se compter. Pourquoi? Parce qu'ensuite, ils peuvent s'encourager et nous pouvons avoir affaire à des mouvements de sédition. John Locke, 1686, pourquoi disait-il ça? Parce que l'Europe sortait des guerres de religion, à peine, péniblement, et il tirait l'enseignement. Il disait, il ne faut pas que les personnes puissent se reconnaître. On a laissé filer, j'étais au Conseil d'intégration, tout se retrouve dans nos rapports qui sont publics, puisqu'on travaillait, c'est la documentation française, on travaillait sur ces questions en permanence, et nous avons été dissous, c'est important de se le rappeler, en 2013, au printemps 2013, par le président Hollande, parce que justement, nous défendions la laïcité mordicus, et nous disions au président Hollande, c'est très grave ce qui se passe partout, dans les hôpitaux, dans les entreprises, dans les écoles, il ne faut pas lâcher. Et dès l'époque, il y avait déjà les questions d'Otbaya qui se posaient. Et on a tout lâché, tout cédé, le résultat il est là. Benjamin avait une question. Oui, juste, vous êtes, comme Marine Le Pen l'était en 2022, favorable à l'interdiction du voile dans l'espace public? Je suis favorable. Rendez-vous compte dans quelle situation nous sommes. Je viens de vous parler de John Locke. Non mais attendez, la question est assez simple. Dans le programme présidentiel de Marine Le Pen en 2022, il y a l'interdiction du voile dans l'espace public. Aujourd'hui, vous êtes favorable? Le voile, quel qu'il soit. Est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction du voile dans l'espace public? Mais dans un pays idéal, c'est-à-dire que si la France avait la maîtrise de son destin, comme d'autres pays, parce que nous voulons donner des leçons aux autres pays. Mais moi, j'ai vécu 15 ans en Algérie. Vous pensez que les désordres que nous vivons ici seraient tolérés en Algérie? Ça se produirait jamais. Ça se produirait jamais.
l'idéal. Donc, oui, est-ce que vous je vais êtes vous dire, d'accord avec cette mesure? Faisons déjà respecter. Ce que vous cherchez, c'est de trouver, est-ce que je suis pas d'accord avec quelque chose? Mais non. Je vous dis, le programme d'un parti que vous rejoignez. Mais regardez ce qui se passe à Maurice Ravel. Faisons déjà respecter, déjà par les élites politiques, la laïcité, la neutralité religieuse. Ce qui se passe est extrêmement grave. Il y a ça, je vous rappelle, il y a l'hôpital. Donc, allons-y. Petit à petit, mais oui, il y a un problème aujourd'hui. Le président en avait parlé. Séparatisme, apparemment, sont que des grands mots. Et les actes ne suivent pas. Pire, il agit à rebours de ce qu'il faut faire. Vous avez dit qu'Emmanuel Macron assassinait la France. Oui. Nous sommes un pays surendetté. Est-ce qu'il faut faire des économies sur l'assurance chômage? Je pense que je ne peux pas utiliser des grands mots, mais moi ça me bouleverse parce qu'on ne tape pas sur les petites gens. C'est-à-dire que les gens ne choisissent pas d'être au chômage, surtout quand ils arrivent à l'âge de la retraite. On est en France et on a les statistiques, le pays qui est le plus anti-personnes âgées. C'est-à-dire que en France, à 45 ans déjà, les entreprises commencent à réfléchir comment je vais pouvoir le pousser vers la sortie. Considéré comme senior. Donc absolument, tout à fait. C'est-à-dire, on est dans un pays anti beaucoup de choses. Et donc, je pense. Et c'est le Rassemblement national aussi le pense. Il ne faut pas taper sur les petits en premier. Il faut chercher où sont les grandes masses. Il faut avoir une cohérence. Il faut donner des exemples. Alors, où est-ce qu'on fait les économies? Par exemple, il y a des grandes masses. Je vais en parler. Mais il y a aussi des choses qui ont valeur de symbole. Et c'est très important. Parce qu'il faut que l'élite donne l'exemple. Nous avons, par exemple, c'est sorti dans la presse, en dépit de salaires très élevés, les membres du comité des Jeux Olympiques qui augmentent son salaire. Comptez le nombre de parlementaires que nous avons. Nous avons un parlement qui est beaucoup plus important que les États-Unis, qui sont 350 millions. Le nombre Il y a de députés. beaucoup de choses à mettre. Regardez le Parlement européen. Nous sommes combien de centaines de millions? Et nous sommes encore plus gros en France, députés puis sénateurs, par rapport au Parlement européen. La question de l'immigration. L'OCDE a chiffré que la France avait un déficit net de 35 à 40 milliards par an. Donc comment est-ce qu'on peut commencer par taper sur les plus faibles au risque, parce qu'on vient sortir de négociations sur les retraites, d'instaurer encore plus de défiance alors que nous sommes dans un pays au bord du chaos où tout le monde se méfie de tout le monde. Nous devons réinjecter la confiance. Nous devons faire en sorte que les Français n'aient pas le sentiment que le pouvoir cherche à chaque fois à les appauvrir, parce qu'il y a une question qui est très importante. Pourquoi est-ce que les Français épargnent autant? Parce qu'ils n'ont plus confiance dans les élites politiques. Est-ce que vous considérez que Jean-Marie Le Pen est antisémite, oui ou non, madame Sorel? Sincèrement, c'est pas une question que je me suis posée. Je n'aurais jamais, pour ma part, je n'aurais jamais rejoint le parti de Jean-Marie Le Pen. Voilà. C'est-à-dire que j'ai toujours, et je l'ai écrit, j'ai dit Jean-Marie Le Pen était raciste, antisémite? Mais je ne sais pas, j'en sais rien, je viens de vous me poser cette question. Je ne l'ai jamais rencontré. Vous ne l'auriez pas rejoint, donc ça veut dire que vous considériez que Jean-Marie Le Pen était raciste, antisémite? Je vais vous dire, je ne sais pas s'il était, mais il avait des propos, c'est vrai, il a été condamné pour ça. Mais oui, très bien, et il faut condamner tous ceux qui sont antisémites, racistes, donc il l'est, dans un pays. Il a été condamné pour. Bien sûr, mais je vais vous dire, je ne le connais pas. C'est comme si on me dit, est-ce que vous êtes raciste, antisémite? Moi, j'ai pas été condamné. Excusez-moi, je ne vous connais pas. Mais il y a beaucoup de gens qui le sont, qui n'ont jamais été condamnés. D'accord, mais sauf que lui, il a été. Votre raisonnement est absurde. Je suis désolée, il n'est pas logique. Mais vous n'auriez pas rejoint Non. Si c'était Jean-Marie Le Pen, le président du RN. Et je vais vous dire pourquoi. Nous sommes sur un sujet que j'ai traité et pour lequel vous me connaissez depuis tant d'années, celui de la cohésion de la nation, qui demande de la sagesse, qui demande à ce qu'on traite les sujets au fond, qui n'amalgame pas tous les enfants de l'immigration parce qu'on en souffre, on en a assez de nous mettre tous dans le même sac. Incarne la sagesse. Elle incarne absolument, et elle incarne la ligne républicaine, c'est-à-dire, et elle n'est pas dans les propos qui sont complètement déplacés et qui font qu'on n'arrive pas à traiter ce sujet. Alors j'ai adressé effectivement des SMS au président de la République, puisqu'on m'a donné son portable, que j'ai gardé soigneusement pendant deux mois environ, parce que j'ai dit à la personne qui m'a appelé, qui me dit, il faut absolument que vous fassiez entendre raison sur la République, etc. Et je lui ai répondu, mais il n'écoute personne, comment voulez-vous qu'il m'écoute moi? Et quelques jours avant les vœux aux Français, je ne sais plus ce qui s'était passé, mais je me dis, non mais là je vais lui écrire. J'ai envoyé un SMS pour exprimer un certain nombre de choses. Il a récupéré 3-4 éléments de langage, il les a mis dans son adresse aux Français pour les vœux. Donc je me suis dit, il est en train de se réveiller, peut-être qu'il a compris certaines choses. Donc j'ai continué à discuter avec lui et j'ai fait avec lui ce que je fais avec énormément d'hommes politiques et de femmes politiques depuis maintenant 20 ans. Qui vous a supplié, Malika Sorel, qui vous a supplié de le contacter? Alors contrairement au président de la République, j'estime que le lien de confiance est fondamental et qu'on ne révèle pas le contenu de conversation
qui doivent être privés. Non, c'est pas le contenu, c'est vous dites quelqu'un m'a supplié de le contacter pour essayer de lui faire entendre raison sur les sujets qui vous sont chers. Quelqu'un qui est très important et qui... Mais c'est quoi, c'est un ministre? Il tient le portable du président Macron et donc je ne donc vous avez en fait pas mal de contacts avec la Macronie, c'est quand même pour quelqu'un qui est sur une liste Rassemblement National, c'est assez... Mais je ne suis pas sectaire. Ouais. C'est ça qui est important à prendre en considération, c'est que je n'ai jamais été sectaire et je vais même vous dire, lorsque Robert Badinter était sénateur, je correspondais avec lui, je suivais les textes de loi et je l'alertais sur certaines choses et même je lui disais voilà, là maintenant il faudra saisir le Conseil constitutionnel pour barrer certaines choses. Sur quoi vous avez alerté Emmanuel Macron et quels sont les éléments de langage que vous lui avez transmis? Mais il faudrait que je reprenne les SMS et que je les regarde et que je réécoute l'adresse aux Français et que je vous dise les 3 éléments. Je retourne la question, lui faire entendre raison sur quoi? Sur les principes républicains. Lesquels, sur précisément? Tout ce qui se passe en France, c'est-à-dire il a une vision sur la laïcité qui foule régulièrement au pied, alors que la laïcité est une digue qui protège la France. Je l'ai toujours écrit. Il fait des choix qui sont totalement, je me disais, mais il comprend pas ce qui se passe avec lui. Et d'ailleurs, il n'est pas très prudent parce que à son niveau, envoyer au canard enchaîné des contenus, ça montre une certaine fébrilité. Et Malika Sorel, il me met à son niveau. Non, ce qui est très important. C'est une boule puante qu'il a. Mais c'est un aveu de faiblesse, de fébrilité. C'est la campagne électorale. Surtout, on cherche à nuire l'adversaire. Pas au niveau du président de la République. Mais attendez, parce que vous comprenez, non, c'est très important ce que je dis. Parce que là, nous sommes au cœur de la question de l'autorité de l'État. C'est-à-dire tout ce qui se passe sur le terrain. Le président de la République doit rester au-dessus des clivages partisans. Plutôt que de transmettre ces SMS au canard enchaîné. Mais c'est très grave, ça veut dire, vous savez, j'ai vu même qu'à l'étranger, les gens répercutent, mais il y a des dirigeants étrangers qui vont se dire, ah, mais quand j'échange avec lui, il est capable d'envoyer le contenu des SMS. Donc c'est un problème de fond, et il a dit ça, bien sûr, c'est une boule puante, parce qu'il voulait m'atteindre. Alors je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. Est-ce que la question, une confidence, c'est que sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il m'avait été proposé de devenir sous-préfète. On m'a dit, demain, tu es sous-préfète. Et j'ai dit, est-ce que j'aurai le droit de continuer à tirer la sonnette d'alarme sur les problèmes que nous rencontrons sur le terrain, à l'école, etc., à l'hôpital, dans les entreprises, enseignement supérieur? On m'a dit, ah non, sous-préfète, tu dois te taire, tu ne parles plus. Donc vous a proposé d'être sous-préfète? Absolument, c'est le cabinet de Nicolas Sarkozy. Et j'ai refusé cette proposition. Tu répondais? Donc mon approche, c'est une approche pour moi d'abnégation. Vous me connaissez depuis très longtemps, vous êtes parmi les rares qui m'avaient invité depuis mon premier ouvrage. C'est vrai. Je n'ai pas, merci de le dire. Ici ou dans les grandes gueules sur RMC. Mais je n'ai pas varié. La question est de savoir, est-ce que vous êtes une opportuniste? C'est-à-dire que vous aviez envie de faire de la politique, ça n'a pas marché peut-être avec François Fillon, Villepin et Macron récemment, et vous dites peut-être que voilà, chez Bardella, ça sera peut-être plus facile, et tout de suite, hop, on me propulse numéro 2. D'abord, j'ai été contactée. Jordan Bardella me connaît depuis très longtemps puisqu'il me lisait. Marine Le Pen m'avait déjà rencontré, y compris sur un plateau d'Europe 1. Donc elle savait mon existence depuis des années. Et de toute façon, c'est Jordan Bardella qui vous a contacté. C'est Jordan Bardella qui m'a téléphoné et qui m'a demandé est-ce que vous accepteriez d'être au service de la France migratoire? Je n'ai jamais pris de carte nulle part. Ça veut dire que par rapport à vos idées, ce sont celles du Rassemblement National qui se rapprochent le plus de vos idées du coup. Aujourd'hui, et le choix d'Emmanuel Macron le montre, c'est-à-dire qu'il faut se souvenir que Nicole Belloubet est celle qui a mis en danger Mila, la jeune Mila, en réinstaurant le blasphème en France. C'est-à-dire qui s'est excusé dans la foulée. Je suis désolée, mais c'est très grave. Ça a une portée, ça a participé à mettre Mila en danger. Donc nous avons l'option qu'Emmanuel Macron a choisie, qui est tout de même une option à l'opposé du respect des principes, tout à fait, des principes républicains. Et ce que moi je porte, et j'estime qu'aujourd'hui, oui, c'est le Rassemblement National et la liste Jordan Bardella qui portent les principes républicains, leur défense, et donc je serai très utile. Laïcité, intégration, défense des valeurs républicaines. Liberté individuelle. Lutte contre le communautarisme. Aujourd'hui, ces idées-là que vous portez depuis longtemps, c'est le Rassemblement National qui en est le plus proche aujourd'hui. Absolument. De fait, vous n'y trouvez pas votre compte, et vous vous retrouvez 2 mois et demi plus tard avec Jordan Bardella. Macron a consacré le triomphe du mépris social, du mépris de classe et du mépris intellectuel, et le lendemain, le canard enchaîné sort que vous avez échangé à bâton rompu, et même vous vantez en quelque sorte qu'il ait repris des éléments de langage. Oui, mais bien sûr. Là, on se dit, en fait, elle a juste envie de faire de la politique, et ça n'a pas été avec Macron. Alors, écoutez-moi, elle a juste envie de faire de la politique, il faut préciser les choses. Ça fait 20 ans que je fais de la politique. Vous ne me voyez pas comme une politique. Je suis dans le monde politique depuis 20 ans. Et je suis une femme de dossier. J'ai alerté tous ceux qui m'ont croisé, les différents présidents de la République, Premier ministre. J'ai travaillé avec Manuel Valls pour Babylou.
Il peut en témoigner. Je suis dans la politique depuis 20 ans. Si mes idées avaient été portées, si je n'avais pas conscience de la gravité de la situation de la France et que aujourd'hui je vois bien le seul parti qui me donne la possibilité de porter ce combat, qui est le mien, et je le réitère, vos collègues sont là pour en attester, je n'ai jamais varié, contrairement à des gens qui fustigeaient Macron, parce que moi j'étais très sympa, excusez-moi d'exprimer ainsi, je lui ai dit, Monsieur le Président, il faut agir, rendez-vous compte, c'est votre image qui se joue pour dans l'histoire de France, et je lui ai dit, parce qu'il faut quand même pas exagérer, séjourner avec ses principes fondamentaux, c'est pas moi qui décidera, quand on a eu des Chateaubriand, des Tocqueville, et puis lorsqu'on a eu des ministres de la culture comme Malraux pour De Gaulle, il a des et qu'on a je lui ai dit, c'est pas vrai, c'est pas ça. Donc moi je réitère le fait que je suis dans un combat, les Français doivent prendre vraiment conscience que la situation est très grave, ils le voient aujourd'hui. Il faut se battre pour sauver la France. Il y a des alliances thématiques. Nous allons nous battre contre le pacte migratoire de Macron et Ben Darlier. C'est très grave. Avec tous ceux qui voudront défendre l'Europe et arrêter moi, j'ai lu votre interview dans le Figaro qui est intéressante. Vous dites c'est formidable le symbole que Jordan Bardella, issu de l'immigration italienne, et vous représentiez une force politique. L'AfD qui, rappelons-le, a été au cœur de la polémique et a créé des manifestations monstres en Allemagne parce qu'il y a eu une réunion qui a eu lieu à Potsdam où a été discuté un projet de remigration, pas seulement des étrangers, mais également d'Allemands, donc de citoyens allemands d'origine étrangère. Ça vous pose pas de problème d'aller siéger avec des eurodéputés? Vous me parlez de mon... Ça pose problème à Emmanuel Macron de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire d'assassiner la France comme il le fait. Je suis désolée, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que quel est le rapport avec la question là? Soyez raisonnable. Aujourd'hui, moi je vous dis que la France est en danger, mais les Français le voient. On est dans une situation où oui, mais c'est le cas, absolument. 3300 milliards de dettes. Vous vous rendez compte qu'on a des... Mais le séparatisme, qui a parlé du séparatisme? Regardez ce qui se produit. Il y a une loi contre le séparatisme. A-t-elle donné des résultats? Elle vient d'être votée. Combien elle vient? Non, ça fait déjà un certain temps qu'elle a été votée. Les résultats, c'est quoi? Ce sont nos enfants qui peuvent pas aller au collège et au lycée avec les alertes attentats tous les jours. Mais vous plaisantez, la situation est d'une gravité. Aujourd'hui, je peux le dire aux Français parce que, à part vous, et peut-être 3-4 journalistes qui m'ont invité, j'étais censurée, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les enfants de l'immigration comme moi, lorsqu'on épouse le destin de la France, tous les Français de cœur et d'esprit, et qu'on veut porter ces sujets, on nous blacklist. Aujourd'hui, on ne pourra plus me blacklister, on ne pourra plus m'empêcher de parler. Je vais défendre la France et je défendrai toujours les combats qui ont été les miens. C'est ça. Nous sommes dans un moment où l'histoire, avec un grand H, s'invite, et je pense véritablement qu'il faut sortir des clivages partisans et faire en sorte que les sujets extrêmement importants soient placés au-dessus des clivages. Si vous pensez comme Malika Sorel que la France mérite qu'on la défende sans langue de bois, alors cette vidéo doit circuler. Partagez-la avec vos amis, votre entourage, tous ceux qui s'intéressent à l'avenir du pays. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, faut-il aller plus loin? Et surtout, likez la vidéo pour faire entendre une voix libre, lucide et courageuse. Ensemble, réveillons les consciences.